Les constructions en pierre sèche sont issues de techniques de maçonnerie d'origine ancestrale. Elles étaient utilisées principalement dans le milieu rural pour des activités agricoles. Ces ouvrages font aujourd'hui partie de notre patrimoine. Ils doivent être, à juste titre, pour leur rôle sur l'environnement, conservés et restaurés. La restauration d'un mur en pierre sèche comporte plusieurs phases. Voici la présentation de ces différentes phases et des techniques qui s'y rattachent. La première phase de la préparation consiste à démonter les parties de l'ouvrage à restaurer. Ce démontage peut être effectué soit par une pelle mécanique, soit manuellement. Dans les deux cas, il faudra dégager toutes les parties endommagées en prenant soin de récupérer toutes les pierres. La surface au sol doit être entièrement décaissée. Une légère pente vers l'intérieur permettra de positionner plus facilement les pierres constituant la base. L'espace autour du chantier doit permettre aux ouvriers d'évoluer librement. Un mur de ce type se profile de la façon suivante. L'inclinaison, que l'on appelle le fruit, les pierres de façade ou pierres de parement, les pierres de calage et de remplissage, le drain et enfin le talus. Pour garder une continuité avec le mur existant, il est nécessaire de placer un cordeau. Ce cordeau s'installe sur des guides ou des chevillettes de part et d'autre du mur, tout en respectant le fruit existant. En fixant le cordeau avec un nœud plat, il sera plus facile de le déplacer au fur et à mesure de la montée du mur. Le tri permet de séparer les pierres dont on dispose et d'évaluer leur quantité par type de grosseur. Les plus petites seront utilisées pour le remplissage et le drain. Les tailles moyennes pour le calage et pour le parement. Et les plus grosses pour la base du mur et le parement. Cette étape permettra aussi d'évaluer si la quantité de pierre sera suffisante pour terminer l'ouvrage. La manipulation des pierres doit s'effectuer en toute sécurité. Pour cela, il est indispensable d'être équipé de gants et de chaussures de sécurité. Les pierres d'un certain poids se soulèvent et se manipulent de plusieurs façons. La méthode pour un seul ouvrier est de garder toujours le dos droit, ramener le poids vers le centre de gravité et soulever en bloquant la respiration. Agir en l'inverse pour la poser. La méthode pour deux ouvriers est la même, mais afin d'être coordonnée, une seule personne dirigera la manœuvre. La méthode pour de très grosses pierres utilise une brouette que l'on positionne couchée contre la pierre. Faire rouler la pierre dans la brouette et redresser le tout. Dans le cas d'une restauration, la taille des pierres n'est pas indispensable puisque l'on a récupéré celle du mur existant.
Néanmoins, une taille permettra un meilleur positionnement et facilitera le jointement. Plusieurs outils permettent ce travail. Le tétui à pointe se compose d'un pic pour affiner les formes et d'une face concave pour enlever de gros éclats. C'est un outil de percussion qui permet de façonner la pierre et la dégrossir. La massette est aussi un outil de percussion mais s'utilise sur les pierres pour frapper sur les burins, chasses, ciseaux et pointerolles. La massette mixte a la particularité de combiner une face au bord arrondi pour frapper sur les burins et une face au bord droit pour frapper directement sur la pierre. La chasse, le ciseau ou la pointerolle, ou plus communément appelés burins, sont utilisés avec une massette. De par leurs différentes surfaces de coupe, on les utilise en fonction de la forme que l'on souhaite donner à la pierre. Avec ces outils, il sera possible d'ajuster le positionnement des pierres entre elles. Sans oublier une paire de gants et des lunettes de protection. Placez les pierres en respectant l'alignement du cordeau et en travaillant le sol si nécessaire. Les pierres constituant la base du mur doivent être solidement positionnées et stabilisées car ce sont elles qui vont supporter le poids du mur et garantir sa stabilité. Pour renforcer cette stabilité, une règle essentielle de construction consiste à positionner les pierres en boutisse et en panneresse. Le positionnement en boutisse correspond à la pierre dont la largeur est visible en façade et la longueur dans le corps du mur. À l'inverse du positionnement en panneresse où c'est la longueur de la pierre qui est visible en façade. Toutes les pierres de façade doivent être stabilisées, pour cela on utilise d'autres pierres en guise de cale. Le calage se fait toujours par l'arrière. Indispensable à la construction, il ne doit pas être négligé. Une fois les pierres calées et stabilisées, un premier remplissage avec des pierres de petite taille constituera le drain. Remplir l'intérieur du mur avec les pierres de taille moyenne et les pierres pour le drainage. Puis finaliser avec la terre pour faire la jonction avec le talus. La réalisation d'un chaînage d'angle doit respecter le principe des pierres croisées. On dit qu'une pierre est croisée lorsqu'elle est placée à cheval sur deux autres pierres. Ce principe assure une bonne répartition du poids et une bonne stabilité de l'ouvrage. On évite ainsi le coup de sabre qui crée une rupture dans la structure du mur et le rend plus fragile. Comme pour les pierres de façade, on poursuit avec le calage et le remplissage. La pose des rangs supérieurs s'effectue dans le même ordre que pour la base et en gardant le principe des pierres croisées. Calage, mise en place du drain, remplissage de terre.
Le couronnement est le dernier rang de pierres posées au sommet du mur. En plus de son rôle esthétique, il pèse sur les autres pierres en renforçant la stabilité et finalise l'ouvrage. Il faut rester conscient que ce type de construction demande un réel investissement physique, de la patience et de l'organisation. Construire un mur en pierre sèche reste le meilleur choix pour aménager ou réaménager un site, car en plus d'être économique, écologique et durable, il assure plusieurs fonctions essentielles à notre environnement. Il permet une régulation de l'écoulement des eaux pluviales et favorise l'infiltration de ces eaux dans le sol. Il favorise aussi au développement d'un écosystème naturel de la faune et de la flore et contribue ainsi à la préservation de notre environnement.